Donc voilà, merci aux organisateurs et organisatrices de cette journée. C'est l'occasion de parler enfin du beatbox spécifiquement. Moi, je m'intéresse plutôt aux aspects physiologiques, donc à partir de données articulatoires, aérodynamiques et acoustiques. Alors, pour ne pas me cacher derrière mon petit doigt, je reprends l'approche de Proctor, qui, grosso modo, dans son article de 2013, disait qu'en fait, le beatbox, il présente des caractéristiques similaires au système combinatoire, de type phonologique, et qu'en fait, on peut réduire la production à des structures coordinatives qui vont combiner des petits groupes de primitives, en fait. Primitives, donc, gestes ou traits, c'est la même question qui se pose qu'en parole. Donc, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tous les sous-systèmes de votre conduit vocal, donc les lèvres, la langue, le vélopharynx, laryngopharynx et les poumons, vont avoir des petits attributs phonétiques qui vont combiner pour faire des unités qui sont catégorisables et qui peuvent fonctionner par contraste, en fait. C'est comme ça qu'on distingue les sons. Ce que nous dit Reed dans son étude en IRM après, c'est qu'on a aussi on voit des mécanismes qui sont similaires à ceux des langues, par exemple les éjectives, les clics, mais qu'on a aussi des mécanismes qui sont inconnus des langues du monde. Le dips roll que Paulo nous a proposé, ou le click roll aussi que tu nous as proposé. Donc sur les études qui commencent un peu à émerger, on peut maintenant pousser un peu l'approche théorique plus loin. Donc notamment ce qu'a montré Lisa, j'ai pris l'article de Jaza, mais je fais aussi référence à la soutenance d'hier, c'est toute cette réorganisation en fait, des articulateurs et de l'activité articulatoire. On va avoir des nouveaux patrons en fait, de coordination. Ça s'accompagne aussi par de nouveaux types de combinaisons. Donc moi, vu que je travaille plutôt sur de l'aérodynamique et de l'articulatoire, j'ai travaillé sur les mécanismes d'initiation et d'articulation. Et en fait, on a pas mal de combinaisons qui vont apparaître. Donc, des fluidaires agressifs, on peut articuler des occlusives, des fricatives, des trilles. Au niveau de l'articulateur laryngé, pareil, on a une modification de l'activité et on va avoir des actions en fait, indépendantes du pharynx et du larynx. Et bien sûr, qui peuvent agir en synergie aussi. Alors, d'un côté, on a des systèmes phonologiques où les plus grands inventaires ont à peu près 160 phonèmes. On a le beatbox qui semble exploser tous les records de sonorité dans un seul système. Comment on peut expliquer ces différences? Alors, la première, on pourrait se dire, dans le beatbox, les primitives, donc ces gestes, ces traits, le caractère occlusif ou le caractère labial, sont plus nombreuses dans le système beatbox que dans le système parole. Ça peut être une approche. Deuxième approche, moi je suis plutôt sur cette approche combinatoire. On peut voir la chose de la manière suivante. On aurait les mêmes primitives, mais juste le beatbox permet un plus grand nombre de combinaisons. Et ça, c'est motivé par le fait que le beatbox, ce qui est bien quand on étudie ça, c'est qu'on a à la poubelle toutes les contraintes linguistiques, phonotactiques, qui restreignent en fait les patterns de coordination articulatoire. Alors, je vais essayer de faire simple pour l'aérodynamique, pour joindre les deux bouts, parce que tout le monde n'est pas forcément expert en la matière. Donc, pour simplifier, on va utiliser deux principes, donc la loi de Boyle, le principe d'égalisation de la pression. Ça, on va pouvoir comprendre un peu les données que je vais montrer. Donc, la loi de Boyle, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est que la pression et le volume sont en rapport inverse. Et si la pression augmente, obligatoirement, ça veut dire que le volume diminue. Et si la pression diminue, ça veut dire qu'il y a une augmentation du volume. Donc, la pression, c'est la force par unité de surface. Le volume, l'espace qu'occupe l'air en 3 dimensions. Et voilà, cette relation est constante. Le principe d'égalisation de la pression, ça c'est pour un peu simplifier cet aspect-là de l'aérodynamique, il nous dit qu'en fait l'air, pour s'égaliser, il va aller de régions où la pression est forte vers des régions où la pression est faible. Donc, quand on fait un, typiquement c'est ce qui se passe, ici on a beaucoup de pression et l'air va sortir pour s'égaliser. Donc le volume qui se déplace en dehors du conduit vocal, il est caractérisé par une vitesse et par une direction. C'est ce qu'on appelle du coup un débit.
Le débit d'air, ici, dans notre étude, il va pouvoir être oral ou nasal, en fonction, des sons que vous produisez. Sur l'initiation. Alors, l'initiation, c'est une phase qui a lieu en même temps que l'articulation. Et c'est cette phase-là, donc c'est une phase musculaire aussi, qui va, en changeant le volume et la pression entre le point d'articulation et le lieu d'initiation, donc soit les poumons, soit le larynx, soit la bouche, va permettre en fait de mettre l'air en mouvement. Donc Gatford, lui, aborde cette phase d'initiation avec deux paramètres, donc les lieux d'initiation, donc poumons, larynx et bouche. Donc c'est les trois endroits où on va pouvoir avoir des actions musculaires qui vont faire varier le volume et la pression pour mettre l'air en mouvement. Et la directionnalité, c'est-à-dire si on a un flux d'air égressif ou agressif. La terminologie, elle est correcte, mais quand on regarde un peu le tableau, elle est un peu confuse. Parce que, donc voilà, là, on a nos lieux. Ici, on a la direction donc, du flux d'air. Et on a une subdivision en compressif. Donc, ça va être voilà, de comprimer le volume d'air, de réduire le volume. Et il appelle ça pression pulmonique. Donc, ça porte, donc il réfère à la phase musculaire, mais il aborde le problème sous l'aspect aérodynamique. On a déjà pas mal de pression, donc ça peut être confondu avec la pression sous-glottique, la pression qu'il y a dans les poumons. Donc moi, dans ma thèse, pour faciliter un peu tout ça, parce que j'ai mis du temps à comprendre ce qu'il voulait dire par pression pulmonique, ce n'était pas vraiment clair. Et pour faire un parallèle avec l'articulation, j'ai remplacé la direction du flux d'air par un mode soit par contraction, c'est-à-dire qu'on va diminuer le volume, on va générer, par exemple, dans le cas des poumons, des flux d'air pulmoniques égressifs, comme la H-snare, ou à l'inverse, en augmentant le volume donc par des actions de dilatation, on va générer au niveau des poumons des flux d'air pulmoniques agressifs. Ça marche pour les autres lieux, et c'est une façon en fait de redéfinir un peu ce qui n'était pas très clair dans sa terminologie, qui était motivé et correct. Je ne sais pas quelle fois vous avez des bêtises, loin de là. Alors sur l'instrumentation, voilà, donc ça c'est EVA 2. Donc, avec le masque pour mesurer le débit oral. Ici, au niveau du nez, on a les petites olives nasales pour le débit d'air nasal. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait passer un tube, en fait, par les fosses nasales jusqu'au pharynx pour avoir la pression pharyngale, intra-orale. On a fait de la fibroscopie. Donc voilà, même système, on passe par le nez. Et en fait, on arrive ici, au niveau du pharynx, on a une vue supérieure des structures laryngées et pilaryngées. Et pour avoir en fait une vue d'ensemble du conduit vocal, parce que vous savez juste ce qui se passait au niveau articulatoire sur les structures laryngées, on a acquis des données IRM. Protocole participante, donc j'ai 5 participants participantes, un sujet pilote que je remercie grandement, qui en a vu de toutes les couleurs, et 2 beatboxeuses, 2 beatboxeurs, pour essayer d'avoir une parité et voir s'il y a des différences. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des différences. Tâche de production, donc moi dans mon corpus, j'ai une grosse partie sur les percussions aussi, surtout des productions à l'isolé où ils entendaient en fait un son beatboxé qu'ils devaient répéter. Et après, il y avait des patterns de beatbox où il y a plusieurs sons qui sont produits qui devaient répéter voilà, des sons en contexte. J'ai une partie aussi sur tout ce qui est scratch, bass et effet, mais ça c'était plutôt exploratoire parce que je ne savais pas trop comment prendre le problème. Et donc ici, pour expliciter un peu plus l'analyse, déjà on a essayé de démêler les données en regardant un peu de près qu'est-ce qui se passait. Ça nous a permis d'identifier un peu les caractéristiques phonétiques, ces traits ou ces gestes qui composent les sons beatboxés. Et après, ça nous a permis de discuter un peu de comment ces petites unités, donc ces traits ou ces gestes, se combinent entre eux pour créer des segments. Alors, sur les données. Ici, on va commencer par l'initiation par contraction pulmonique, donc qui génère des flux d'air pulmoniques égressifs. Ici, c'est la Koffner, on va écouter l'exemple. Ah, c'est moi qui va le...
Ok. Je l'ai pas, ça. Non. Ah ouais. Joli, c'était très beau le matériel. Donc voilà les fameuses images de glottes et de petits vocaux. Dire les premiers, les voici, les voilà. Donc ici, on a l'épiglotte. Ici, on voit à peu près la trachée et ici, le pli vocal gauche. Donc là, ce qu'on est en train de regarder, c'est le lieu d'articulation. C'est-à-dire qu'on va avoir fermeture, ouverture, et c'est ce qu'on va appeler une affriquée. On va avoir une occlusive suivie d'une fricative au niveau laryngé. Ensuite, ici, on a l'aérodynamique. En vert, là-haut, on a le signal acoustique, la pression, le débit d'air oral, le débit d'air nasal et le spectrogramme qui va jusqu'à 10 Hz. Alors, qu'est-ce qu'on remarque déjà? Un flux d'air égressif, c'est-à-dire qu'il y a une contraction quelque part. Ce qu'on remarque ici, c'est que la pression, elle est égale à 0, c'est-à-dire que la pression dans le conduit vocal, donc au-dessus du lieu d'articulation, et la pression en dehors du conduit vocal, la pression atmosphérique, c'est les mêmes. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de constriction buccale ou laryngée. Donc, par élimination, c'est bien les poumons en fait, qui vont initier ce flux d'air pneumonique. Donc ici, on a une affriquée avec un moment d'occlusion qu'on ne voit pas ici, puisque l'occlusion se produit ici, et un relâchement voisé, et par contre une fricative sourde. Donc, voilà, sur les combinaisons, c'est très différent de ce qui se passe dans les langues du monde. Il y a plus de liberté au niveau des beatboxers. Alors là, je vais vous montrer un peu un ovni qui va synthétiser un flux d'air laryngé agressif et un flux d'air pneumonique agressif. Donc ça, c'est le lips roll, le fameux lips roll. Et le lips roll, on a demandé de l'amorcer par une grosse caisse. Ça fait... Alors, il y a un seul beatboxer qui a produit ça. Il y avait deux groupes qui ont produit des choses différentes que je n'aurai pas le temps d'expliquer ici. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on on parle de co-articulation, là on pourrait parler de co-initiation, parce qu'en fait on a deux mécanismes qui se suivent. Un mécanisme initié au niveau du larynx et l'autre au niveau des poumons. Donc le mécanisme laryngé, on le retrouve ici avec cette augmentation de la pression. Ça veut dire qu'en fait on a une contraction, on a une diminution du volume. Et ici on a les 100 hectopascales. C'est 10 fois plus que les valeurs qu'on a par exemple pour les PE du français. On a une grosse contraction. Ici, le débit d'air aussi qui est quand même assez élevé. Et qu'est-ce qu'on remarque ici sur le... Je ne sais pas si on voit beaucoup, mais en fait, on a une fermeture de la glotte et de la zone épiglottique, et on a le larynx qui monte. Dès que le larynx a fini de monter, la glotte va s'ouvrir, et là, la pression et le débit vont retomber en dessous de 0. Ça veut dire qu'en fait, on a des flux d'air ici qui vont être agressifs. Agressifs, sachant que la glotte est ouverte. Ce qui se passe, c'est que pendant qu'il est en train de produire sa grosse caisse, il est déjà en train de dilater en fait la cavité thoracique pour que dès que la glotte s'ouvre, il y a un appel d'air qui se fasse et qui puisse générer en fait ce lips roll, qui est une trie bilabiale agressive. Donc ici, c'est quand même assez impressionnant qu'on a un laps de temps. Ici, voilà, on est sur une échelle de 100 millisecondes. C'est quand même très rapide, c'est quand même très puissant. Et ça pose des questions notamment sur ce que tu as discuté hier, Lisa, sur comment c'est contrôlé. Alors, dilatation laryngée, je ne sais pas s'il me reste du temps ou pas. Vas-y, continue. Alors, sur la dilatation laryngée, donc là, c'est en gros une expansion qui se passe au niveau du bas du conduit vocal, au niveau du pharynx et du larynx. Et ce qui se passe, c'est que ici, on voit donc une pression négative, on a une dilatation et pas une contraction. Et alors, ici, on va avoir de l'IRM. Ça ne s'entend pas trop, ça c'est le throat kick, donc c'est la grosse caisse gutturale. Voilà. Alors, sur l'IRM. Donc là, c'est bouche fermée, nez fermé. Ouais. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai tracé en fait le contour entre le lieu d'articulation, donc ici les lèvres qui sont fermées, et le lieu d'initiation qui est le larynx. Qu'est-ce qu'on voit? C'est clairement une augmentation en fait du tube laryngé, de la cavité laryngée, et une descente du larynx. Du coup, dès qu'on va ouvrir les lèvres, on va avoir un flux d'air
légèrement négatif, voire de 0. Parce que ce qui se passe, c'est que des fois, en fait, le larynx, il descend juste sur une colonne d'air qui est fixe et il y a du voisement, sans forcément avoir la peine d'air à la fin. Ça, il y a pas mal de variations aussi entre les beatboxers et les beatboxeuses. Alors là, on arrive sur tout ce qui est humming, qui a très bien été expliqué par Lisa hier. Donc le humming, qu'est-ce que c'est? C'est une technique où on va diviser en fait le conduit vocal en deux parties. Une partie orale, on va pouvoir beatboxer, et une partie pharyngale et nasale, où on va pouvoir ajouter voilà, une composante mélodique. Ici, c'est une illustration donc, de la PF snare, donc une caisse claire en PF. Si vous voyez ici, la langue, elle reste collée en fait pendant tout le geste. Et en fait, avec une action de piston, je dis, ici je parle d'initiation buccale parce que j'ai vu chez certains beatboxers qu'il y avait une participation des joues. Comme ça, on ne dit pas lingual, buccal avec les joues, c'est très générique et voilà. Pas besoin d'être aussi précis que les lieux d'articulation. Donc ici, on voit une diminution nette du volume. Et ce qu'on a demandé au beatboxer pour prouver que c'était bien du humming, c'est de produire juste une voix. Il n'y avait pas d'indication, c'est juste voilà, de produire ce bourdonnement. On voit que c'est agressif ici, donc c'est vraiment une contraction parce qu'on a un débit d'air positif. Et dans la famille des sons qui sont possiblement qu'on peut produire en humming, encore le lips roll. Alors, ça avait été déjà décrit par Reed Blaylock et j'ai trouvé ça tellement passionnant, intéressant, ça m'a intrigué que je les ai intégrés dans mon corpus. Voilà, encore une fois, on a cette constitution postérieure au niveau de la langue qui permet de diviser le conduit vocal en deux parties, nasal, oral. Et avec la langue qui recule, on va faire augmenter le volume, ce qui va générer un flux d'air agressif. Ça ne se voit pas trop ici sur, ici sur le débit d'air oral parce que la cavité buccale a un volume qui est plus petit que si on rajoute et le tube pharyngé et en plus les poumons. Donc on arrive vite fait à la dilatation maximale. Alors, pour finir, plutôt des aspects de discussion et de conclusion. Ce qu'on a vu ici, c'est plutôt des combinaisons qui sont plus importantes que ce que font les locuteurs des langues du monde, et pas une question de primitive plus importante. Parce que si on va dans les détails, par exemple, du lips roll, et qu'on va éclater le son en des petits attributs qu'on peut appeler gestes ou traits, on va retomber sur les mêmes catégories phonologiques, entre guillemets, où ça va être labial, trille, occlusif, nasal, et ainsi de suite. Je ne vais pas faire tous les traits de la théorie des traits ou tous les gestes de la théorie de phonologie articulatoire. Mais moi, c'est ce que je remarque dans mes données, et on a beaucoup de données. Donc pour moi, c'est plus une question de combinaison. Il y a des combinaisons qui sont autorisées en beatbox, et en parole, ces combinaisons-là ne sont pas autorisées par les règles de la langue. Donc du coup, ça reprend un peu l'article que j'avais publié après, le papier que j'avais publié après l'Acoustical Society of America, et c'est vraiment ces combinaisons-là entre l'initiation et l'articulation qui vont permettre de créer des catégories qu'on va pouvoir distinguer aussi bien phonétiquement que vous, les beatboxers, quand on vous dit Spitner, vous faites le même son, lips roll, vous faites le même son. Donc, il y a quand même une montée qui rejoint un peu cette idée de Voxem, de quelque chose qui est présent là et qui permet en fait de structurer le système en termes de contraste et d'opposition, comme la phonologie. Mais là, on n'a pas de sens. On n'a pas de sens. Alors, est-ce que, et ça va répondre peut-être à ta question, est-ce que toutes les combinaisons sont possibles? Est-ce qu'on peut produire tous les sons? Alors, par exemple, nous, dans nos données, donc, pour prendre le lips roll, on a vu le lips roll pulmonique, on a vu un lips roll buccal, et on n'a pas vu de lips roll laryngé. Est-ce que juste il n'est pas dans nos données, qu'il existe dans la nature et que c'est possible de le produire? Je ne sais pas.
je n'ai pas de boule de cristal. Pareil dans notre corpus sur les initiations buccales. Alors moi, je ne me prends plus la tête avec l'API parce que ça prend beaucoup de temps et ça devient vite fait lisible. Et du coup, pour les initiations laryngées, je prends l'apostrophe des éjectives. Et pour l'initiation buccale, je prends des accolades et j'utilise les sons des cases de l'API. Ça prend beaucoup moins de temps et je pense que c'est un peu plus lisible. Donc, dans notre corpus, on a trouvé des initiations buccales donc, au niveau labiodental, au niveau alvéolaire, une afriquée, donc le charlet. Après, ces trois-là, donc un se, un che et un tche qui seraient initiés par mécanisme buccal, on ne les a pas trouvés. Qu'est-ce qui explique l'absence de certaines combinaisons? Et encore une fois, peut-être que moi, je ne les ai pas enregistrées et qu'elles peuvent exister. On a l'approche de la contrainte systémique. On peut les produire, mais est-ce qu'ils auraient un rôle dans le système beatboxing, dans ces oppositions et dans ces contrastes, en fait? Est-ce qu'ils auraient un rôle et une fonction dans ce système qui est déjà assez complexe et qui a beaucoup de catégories? Est-ce qu'on a besoin d'une catégorie en plus? Mais il serait possible de les produire. Dans le cas de ce, par exemple, ça serait possible. Après, du côté de la contrainte biomécanique, c'est juste pas possible de le produire, donc c'est normal qu'il ne soit pas dans le système. Parce que si on ne peut pas produire un son, on ne peut pas pouvoir l'utiliser. Et ça, je pense que c'est le cas notamment des postes alvéolaires, parce qu'avec le mécanisme buccal, on a déjà une occlusion, une fermeture à l'arrière, ce qui restreint vraiment en fait, les libertés de mouvement avec l'avant de la langue. Notamment sur la région post-alvéolaire, j'ai essayé de faire des petits de humming. J'y suis jamais arrivé. Peut-être que les beatboxers y arrivent. DCH, tu veux dire? Ouais, la tiche, mais en mode humming. C'est très dur. Là, tu coupes ton oiseau, donc ça veut dire que. C'est un oiseau alterné avec le. Parce que c'est une éjective, donc à mon avis, c'est très dur. C'est très dur. Donc là, on a. Pas possible, on peut dire. Là, c'est avec la musculature que j'ai là. Donc... Mais il faudrait voir si tu décolles pas la langue pour faire l'éjectif comme on a vu dans nos données la tige. Donc voilà, c'était la question de est-ce que tous les sons sont possibles de faire. Il y a un très grand nombre de combinaisons qui est autorisé par ce système-là, mais il y a un moment où il y a quand même les contraintes physiques qui sont les mêmes et qui s'appliquent sur l'utilisation du conduit vocal. Et on ne va pas mettre la pointe de notre langue sur nos petits vocaux, c'est pas possible. Donc on va avoir ce type de limite. Voilà, ça c'est très grossier, je n'ai pas encore toutes les données pour justifier ces deux approches, mais voilà, je rajoute ma pierre à l'édifice pour les futures études. Donc en conclusion, je pense que cette journée en est l'illustration pas faite. L'étude du beatbox est vraiment assez important et original comme contribution pour vraiment comprendre la dynamique des systèmes sonores, mais aussi l'utilisation du conduit vocal. Après, les approches de type phonologique, donc ces systèmes de contraste, de comment les sons s'organisent dans les patterns beatboxés, pourraient être complémentaires pour mieux comprendre comment fonctionne le système, plus du point de vue musical. Je ne suis pas trop dans cette approche. Mais ça doit se faire quand même sur des bases phonétiques, parce qu'il y a plein de détails sur lesquels on risque de passer à côté. Et donc voilà, je pense aussi que c'est un bon paradigme pour voir les capacités et aussi les limites du conduit vocal humain. Et merci à tous et merci à toute l'équipe qui a collaboré avec moi sur ce projet, que je remercie chaleureusement. C'est vrai qu'on n'est plus trop dans les temps, mais en même temps, c'est tellement intéressant ce qu'on échange en ce moment que je pense qu'on peut s'autoriser à quelques questions en attendant de faire la transition. Si vous avez des questions à demander, Alexis, c'est le moment. Je voudrais faire un petit commentaire par rapport à ce qui a été montré sur le son de collapse, qui est cet enchaînement d'un kick labial vraiment en P, qui est le kick standard que vous situez tous maintenant, et qui est vraiment enchaîné, si tu peux remettre l'audio d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça, il faut comprendre, c'est une performance absolument exceptionnelle. D'ailleurs, je lui ai amené collapse.
Je lui ai amené Collapse à Alexis parce que Collapse, qui est donc le champion du monde en titre, qui a gagné le GBB récemment, qui est la plus grosse compétition internationale, une des plus grosses compétitions internationales dans le beatbox, c'est vraiment une prouesse mécanique quasi inconcevable en fait. C'est-à-dire qu'il arrive lui à proposer des mécaniques qui se contrarient. Enfin, je ne sais pas si le terme est juste, mais qui se contrarient. Il a un autre enchaînement de sons qui est incroyable, qui n'est pas là, mais qu'on a mesuré, qu'on a pris soin de lui demander de mesurer, qui est hors corpus d'ailleurs, mais c'est génial qu'on ait ça parce que il faut comprendre que ce type fait du workout de l'appareil phonatoire, mais vraiment, il fait des pompes avec la langue, des tractions avec les poumons, c'est incroyable. Quand il fait des basses et de la voix, son double de volume, voilà, il fait des split snares, vraiment, il fait des trucs, c'est dingue. C'est vraiment, donc c'est juste, j'insiste bien sur le caractère exceptionnel et particulièrement performant du sujet là, qui est, voilà, je pense que d'ailleurs, cet enchaînement à cette vitesse et avec cette puissance, il n'y en a pas deux dans le monde qui le font. Et donc, c'est une illustration à la fois du caractère hyper impressionnant de ce que la nouvelle génération du beatbox est capable de performer pour le battle, pour se satisfaire en battle et donc rafler des titres. Et aussi, c'est une belle illustration des limites qu'on dépasse grâce au beatbox, une capacité qu'il faut avoir. Voilà. Je vais juste insister sur le caractère très exceptionnel et même unique de cette séquence. Puis je demandais, ce que nous indiquons maintenant, c'est qu'il change très rapidement entre agressif et agressif. Complètement. C'est-à-dire qu'il démarre. Moi, si je vous fais ce qu'il fait là, je peux vous le faire, mais ça va être beaucoup plus lent. Vous allez entendre que je fais deux temps. Alors que quand lui le fait, il n'a même pas fini son kick. Comme disait Alexis, il est déjà en train d'amorcer une inspiration. Donc, il y a vraiment une anticipation dans la mécanique, dans les deux mécaniques corporelles qui sont en fin de compte contradictoires, qui est impressionnante. Elles ne sont pas contradictoires. Ce qui pourrait être contradictoire, c'est essayer de produire un flux d'air pulmonique agressif et agressif à la fois. Pardon. Sur le même. Non, mais elles ne vont pas dans le même sens. Contre-intuitif. 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 Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, je vais jeter les données où il y a un problème. Et puis au final, en regardant et en retournant le problème dans tous les sens, parce que pour l'histoire, c'était le 5e beatboxer. Il y a 2 beatboxers, un homme et une femme, c'est même pas une question de sexe, qui ont produit ce peu-là comme une pulmonique agressive, avec les plis vocaux ouverts et en créant un flux d'air agressif avec les poumons. Il y en a 2 autres qui l'ont fait de type implosif, en initiant par le larynx. Et moi, j'avais commencé à parier que le dernier locuteur me ferait une implosive. Mais pas du tout. Du coup, il a fait plutôt une éjective. Et voilà, il y a Tu parles dans le cadre de la production d'un lips roll? De celui-là, ce son. Donc du lips roll. Du lips roll plus la grosse kick. Oui, parce qu'il faut savoir que la plupart des beatboxers et beatboxeuses, comme je vous l'ai fait tout à l'heure, on initie un lips roll par effectivement un kick. Donc c'est pour ça que si dans la question du beatboxer, tu vois, par rapport à un son, j'imagine des fois il y a vraiment une amorce percussive, puis il y a un timbre, un filtre, un son qui apparaît dessus. Donc le lips roll en soi, c'est ça, si je vous l'inspire. Et par contre, systématiquement, dans notre utilisation, on l'amorce avec un kick. Et pour que ce soit plus pratique, on fait un kick, nous, agressif, à la commissure, au même endroit que le lips roll. Voilà, on fait. Ça me permet d'avoir de l'impact, donc un roll de kick, et d'avoir le grain du lips roll, donc la vibration, la base derrière. Et donc lui, fait. On a la sensation, on entend. C'est ça qui est quand même incroyable. On n'entend pas le grand différence. Ouais, c'est vrai, entre. Vraiment. Là, c'est. Les signatures acoustiques sont à peu près les mêmes. Et ce qui montre bien aussi l'importance du caractère acoustique, et tu le mentionnais hier, et je suis tout à fait d'accord, c'est qu'ils peuvent produire le lips roll de 3 manières différentes, et la signature acoustique restera la même. En fait. C'est ça qui est quand même important, et je pense, du coup, trait ou geste, qu'il y a quand même une importance acoustique dans la production du beatbox. C'est vraiment passionnant. Révolutionner les sciences phonétiques. L'API n'est clairement pas adapté à mon avis. Il faut le réinventer.
Voilà. 2.0, allons-y. Le laisser à la linguistique. Laissons l'API à la linguistique, à mon avis, ainsi qu'on réalise que le beatbox est empreinte de l'instrument vocal qui utilise la parole, mais va tellement plus loin et fait tellement de choses inappropriées pour la parole, on va dire, qu'on peut peut-être effectivement penser à une façon d'annoter les sons de beatbox qui soit vraiment attachée à cet art-là, aux spécificités de cet art-là. Et ça fait la liaison avec Benjamin, qui va nous parler justement de reconnaissance automatique du beatbox avec des outils de la parole. Parce que finalement, quand on essaye d'utiliser des outils de la parole pour reconnaître du beatbox, eh bien, on se retrouve confronté à ces problèmes.